Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Remaniement au sein du commandement de la police nationale en République démocratique du Congo. Des changements qui interviennent alors que plusieurs villes du pays sont touchées par l'insécurité. Le Nigeria compte sur l'amnistie fiscale instaurée en juin 2017 pour relancer son économie, une mesure qui devrait générer plus d'1 milliard de dollars dans les caisses fédérales selon le gouvernement. Est tenu les 17 et 18 juillet des premières assises nationales sur le tourisme à Brazzaville au Congo, une volonté affichée de diversifier l'économie du pays affectée par la chute des cours du pétrole. Mais tout d'abord, c'est ce mercredi 19 juillet que la Cour pénale internationale doit statuer sur une liberté provisoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Ce dernier comparé avec son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé depuis janvier 2016 à La Haye, entre autres pour crimes contre l'humanité suite aux violences post-électorales de 2010-2011 qui ont affecté la Côte d'Ivoire. Les avocats de l'ex-président ivoirien ont déjà déposé 11 demandes de liberté provisoire. Toutes ont été rejetées. Cette fois, c'est la Cour d'appel qui rendra son jugement à 14h30 GMT. En République démocratique du Congo, la présidence a nommé le 17 juillet un nouveau commandement à la tête de la police nationale. Le général Charles Bisengimana, qui dirigeait la police nationale congolaise depuis 2013, a été remplacé par le général Amouli Baigwa, qui était jusqu'ici chef adjoint des forces armées congolaises. Un remaniement au sein du commandement de la ville de Kinshasa a également été opéré. Le général Célestin Kanyama a été remplacé par Kassongo Silvano. Ces nominations interviennent dans un contexte d'insécurité grandissante dans plusieurs villes du pays. Le journaliste John Ngomboa nous livre quelques explications sur ces changements. Je vous propose de l'écouter. La ville vit pratiquement un état d'urgence qui n'est pas décrété. Ne serait-ce que au vu des certains actes, j'allais dire terroristes, mais qui en ont l'allure, à répétition. Lorsque un groupe d'hommes armés attaque l'administration d'un marché au cœur de la ville et tue l'administrateur du marché, lorsque des hommes armés avec des armes de guerre attaquent une commune, attaque une prison, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des indices qui laissent supposer que ce n'est plus une situation ordinaire. Donc, de ce point de vue, il était donc important que ces messages soient lancés. Mais quant à dire si les autres ont démérité, je ne sais pas, mais je comprends qu'il était nécessaire de renforcer la sécurité et cette mise en place, à mon sens, va dans cette direction. Également dans l'actualité à Madagascar, le successeur du ministre des Finances et du Budget, Gervais Rakotori-Manana, qui a démissionné le 17 juillet, est désormais connu. Il s'agit de Vonint Salama Andrian Bololona, ancienne secrétaire générale du ministère des Finances de 2009 à 2015, qui avait été limogée. Elle a été nommée le 19 juillet par décret présidentiel. Au Nigeria, l'amnistie fiscale instaurée en juin 2017 s'apprête à entrer dans sa phase active, une mesure qui devrait générer plus d'1 milliard de dollars selon le gouvernement et qui viserait à financer le programme de diversification économique. Mais pour certains observateurs, l'application de cette mesure demanderait une sérieuse analyse en amont avant d'être effective. Siamlo Victoria Seji. Le Nigeria espère générer 1 milliard de dollars de l'amnistie fiscale instaurée en juin 2017. Cette amnistie fiscale a été lancée par le ministère des Finances. Elle vise à réduire les pénalités fiscales des entreprises non encore déclarées en leur donnant un délai de régularisation de 5 mois à compter du 1er juillet. Cette mesure, selon le gouvernement, créera un effet catalyseur en augmentant le taux global d'impôt sur le PIB à 15% d'ici 2020. Cette mesure n'est pas mauvaise en soi, mais ce que le gouvernement doit surtout faire, c'est de réduire les dépenses publiques.
Dans l'immédiat, cela portera des fruits concrets. Nous devons connaître le coût de la gouvernance avant même de commencer à parler de dette. Les taxes sur impôts représentent 6% du produit intérieur brut du Nigeria. Pour des analystes, l'amnistie fiscale est assez restrictive sur le long terme et risque de réduire le dynamisme de l'économie, car 80% de la main-d'œuvre provient du secteur informel. À l'heure actuelle, nous n'avons pas les infrastructures solides. Alors ce que nous faisons essentiellement avec la fiscalité, c'est d'étudier les différentes mesures à mettre en place. Travailler ensuite sur le secteur formel qui n'est pas régulier dans le paiement de l'impôt. Enfin, approcher les entreprises qui opèrent encore dans le secteur informel parce qu'à ce niveau, il est assez difficile d'obtenir des données fiables car nous ne pouvons même pas déterminer la taxation appropriée. En 2016, les autorités avaient fermé 700 000 entreprises non régularisées dans un contexte de crise économique marqué par la baisse drastique des cours du brut, ce qui a aggravé la contraction de l'économie. Comment promouvoir la destination Congo? C'était tout l'enjeu des premières assises nationales sur le tourisme qui se sont tenues les 17 et 18 juillet à Brazzaville, un événement organisé par le ministère du Tourisme et des Loisirs pour présenter les potentialités touristiques du Congo dans toutes leurs dimensions. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Deva Panzou. La République du Congo est un pays riche en ressources naturelles et animales qui aurait pu être mis en valeur par le gouvernement au profit du développement touristique. Dans le département de la Likwala, doté d'un espace vert impressionnant ainsi que des espèces animales rares, le secteur touristique nécessite un financement. Le département de la Likwala regorge des potentialités et des curiosités touristiques très énormes. Mais il y a le financement, ce qui manque, c'est le financement. Parce que l'accessibilité à des parcs, comme nous avons des sites touristiques comme le lac Télé, qui regorge le dinosaure, le parc Nabwalendoki. Il y a plusieurs espèces. Le gouvernement entend ainsi se servir de ces premières assises nationales du tourisme afin de doter le pays d'une stratégie de développement durable du tourisme et de promouvoir l'intégration de la destination Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas peu que d'organiser ces grandes assises nationales du tourisme, les premières qui entrent dans l'histoire pour vulgariser, pour appeler les investisseurs, pour sensibiliser les investisseurs et pour dire aux Congolais et aux personnes venant de l'étranger, une destination est en création. Venez nous rencontrer. D'où cet intérêt prononcé des différents partenaires venant de partout. Notons que ces assises nationales du tourisme doteront le pays d'outils susceptibles de mieux réguler ce secteur. Il est prévu par exemple l'établissement d'un code touristique, mais aussi des conditions de formation dans le tourisme pour les chercheurs d'emploi de ce secteur. Au Rwanda, l'éducation est considérée comme un investissement primordial, raison pour laquelle le gouvernement a décidé d'imposer plus de rigueur dans ce secteur. En mars 2017, le ministère rwandais de l'Éducation a fait fermer 10 universités suite à l'absence de formation adéquate. Tout avait un délai de 6 mois pour se mettre aux normes. Qu'en est-il 4 mois après? Élément de réponse avec Fraternda Kaisenga et Deogracias Podo. En mars 2017, le ministère rwandais de l'Éducation a sorti une liste d'universités dispensant des programmes qui ne remplissent pas les critères requis après une inspection opérée à la fin de l'année 2016 par le dit ministère. Quelques 10 universités se retrouvent alors fermées et plus de 5000 étudiants sont obligés d'arrêter les cours avant la fin du semestre. Une grande déception selon eux. En effet, nous avons trop perdu. Il y a cette motivation, il y a cette envie d'étudier la médecine, d'aider la population, de se battre pour le fléau, les épidémies, vous voyez, c'est quelque chose de très fort pour nous. Sur le plan économique aussi, par exemple, comme moi qui suis étranger, je ne pouvais pas avoir assez de moyens de prolonger tout ça. Et en plus, ça retarde aussi la date à laquelle on doit finir les études. Les autorités rwandaises se sont souvent félicitées du progrès dans le secteur de l'éducation, notamment l'enseignement supérieur. En effet, en moins de 20 ans, le nombre d'universités est passé de 3 à 28. Actuellement, ce n'est plus le nombre qui compte, mais la qualité. C'est très bien d'avoir un grand nombre de diplômés, mais c'est encore mieux lorsque ceux-ci sont bien équipés afin de trouver des solutions à des problèmes de notre société. Pour cela, nous devons établir un minimum de standards à respecter.
Selon le ministère rwandais de l'Éducation, une autre inspection au niveau des établissements primaires et secondaires a déjà commencé et ceux qui vont montrer un niveau insuffisant en termes de qualité devront fermer. À 2 mois du délai initialement fixé, une université, à savoir l'Institut des sciences appliquées, INES Ruangiri, parmi les 10 fermés, a pu satisfaire les autorités nationales en charge de l'éducation. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.